Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur ITS Info Touraine Sport by Cité Radio. Elle est bien celle-ci les gars. Hein. Ce soir, nous allons parler sport, comme tous les lundis. Nous allons traiter le volleyball, le hockey sur glace, le football. Mais tout d'abord, et ça, si notre invité est arrivé, parce qu'on l'attendait, nous parlerons gymnastique féminine avec monsieur Marc Chirilsenko, le coach des jeunes filles d'Avoine. Voilà. Est-ce que Marc, vous êtes arrivé? Allô Marc? Tout juste. Allô, il se connecte. Il arrive. Il met le micro en route. Allô Marc? Bon, messieurs, déjà, on le voit. Vous avez vu donc ce week-end, c'était samedi, les jeunes filles d'Avoine participaient au top 12, ce qui en quelque sorte est le championnat de France des clubs. Ça se passait à Agneau dans le Bas-Rhin. Et ces jeunes filles qui, les années passées, 2017, 18 et 19, terminaient deuxième, 2020, il n'y a rien eu, eh bien cette année, elles ont gagné. Donc, pour ça, donc, le coach de ces jeunes filles, Marc Chirilsenko, devrait être avec nous pour nous en parler. Marc, êtes-vous connecté? Oui, bonsoir à tous. Voilà, très bien. On avait peur que vous soyez perdu dans les méandres informatiques. On avait peur d'être obligé de parler de gymnastique sans vous. Hein. Oui, c'est ça. Et là, on aurait bien été embêtés. Donc, bienvenue au grand débrief, Marc. Avec moi ce soir, j'ai des chroniqueurs en la personne de Bertrand Foy, en la personne de Basile Martin, en la personne de Florentin. Bonsoir, messieurs. Je fais du groupé. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, Marc, vous êtes donc le coach de ces 7 jeunes filles qui ont glané le titre de championne de France par équipe samedi dernier. Pouvez-vous nous faire un petit topo général là-dessus et après, par le biais de questions, on viendra vous poser des questions un peu plus spécifiques. Oui, écoutez, je ne suis pas le seul entraîneur. D'abord, c'est vrai que je suis le référent sur ce groupe, mais je travaille avec mon épouse depuis plus de 20 ans sur ce club également. Et puis, on a aussi d'autres collègues, notamment Carole, qui est avec nous depuis 15 ans. Donc, c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Hein, c'est un travail d'équipe qui aujourd'hui a abouti à ce titre national de première division. Et c'est vrai que c'est ce travail d'équipe qui nous fait chaud au cœur maintenant, quoi. Alors, la compétition s'est déroulée samedi toute la journée, c'est ça? Oui, 12 équipes. En gymnastique, il y a 4 agrès. Hein, et donc, les équipes sont organisées en trois subdivisions. Hein, 3 subdivisions de 4 équipes, ce qui fait 12 au final. Donc, il y avait un premier tour, ce que nous, on appelle un premier tour à 13h30, un deuxième tour dans lequel on figurait à 16h. Et il y a eu encore 4 équipes derrière nous. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu attendre 19h pour avoir les totaux de toutes les équipes pour pouvoir savoir le classement définitif et donc pour être sacré champion. D'accord. Alors, vous avez soulevé on va dire l'importance. 4 agrès, saut de cheval, barre asymétrique, poutre et sol. D'accord? Oui. Ce sont les agrès des Jeux Olympiques. Hein. C'est la gymnastique artistique féminine, ce que nous, on appelle dans notre jargon la GAF, la gymnastique artistique féminine. Et c'est vrai que voilà, ce sont les 4 agrès olympiques qu'on retrouvera cet été à Tokyo. D'accord. Alors, qu'on explique un petit peu, vous avez droit, vous, à lister sur un document qu'on peut appeler une feuille de match dans un sport collectif, mais un document officiel, 8 gymnastes, et il n'y en a que 4 qui participent par agrès. C'est bien ça? Oui, dans le format de cette année, on était en 8-4-4, donc 8 sur la feuille de match, c'est le même nom hein, chez nous. Oui, c'est le même nom, d'accord.
Ouais, Voilà, on présente, on affiche 8 gymnastes au maximum, et ensuite on doit présenter 4 exercices à chaque agrès. Donc au total, on avait 16 exercices à présenter sur l'ensemble du concours. c'est ça. Donc, quand on sait qu'il y avait 12 équipes, ça veut dire qu'à chaque discipline, à la poutre, il y a 48 passages. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, Donc, effectivement, la journée est longue, hein. oui, oui, c'est long parce que bon, il y a un corps de juges, ce sont des juges, juges et juges arbitres. Ils sont 5 par table, enfin 5 par agrès, et certains sont dévolus à noter l'exécution, c'est-à-dire la qualité, et d'autres sont dévolus à noter le niveau de difficulté. Chaque élément est codifié en difficulté A, très facile, B, un petit peu plus difficile, C, D, E, F, et les éléments extrêmement difficiles, G, mais il n'y en a pas eu ce week-end. Ce sont des éléments qui rapportent quasiment un point à eux seuls. D'accord. Donc là, vous présentiez une équipe avec 7 jeunes filles. Vous n'aviez pas de huitième. Voilà. On va les citer quand même parce qu'elles elles sont championnes de France, donc elles méritent. Alors, je vais les citer. Il y avait d'abord Caroline Edoui, Kélia Nemours, qui a 14 ans, Maëva Guéry, Léa Franceris, Chiara Castelluzzi, Cloris Foucault et Claire Pont-le-Voix. C'est bien ça, je ne me Oui, suis pas trompé? oui, tout à fait. C'est notre petite troupe depuis quelque temps. Et c'est vrai que ce que nous, on apprécie beaucoup, c'est que toutes ces jeunes filles s'entraînent ou se sont entraînées avec nous au quotidien. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes filles qui viennent ou de l'étranger, comme c'est autorisé par le règlement, hein, Comme dans ou beaucoup alors de qui s'entraînent disciplines. en pôle et qui ne s'entraînent pas au quotidien dans leur club. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de la compétition de samedi. Vous aviez choisi de mettre vous avez, on va dire, 4 titulaires, non? On peut parler comme ça un peu? Oui, on avait le choix. On va dire, Claire Pont-le-Voix est en convalescence, donc elle était là au titre qu'elle était au championnat du monde l'an passé et qu'elle était là pour faire bénéficier de son expérience toutes Mhm. les plus jeunes. Et puis, elle a bientôt 18 ans, donc on va dire qu'elle chaperonnait un petit peu l'équipe en tant que plus grande athlète et avec la plus grande expérience, championnat du monde l'année dernière. Et ensuite, sur les 6 qui restaient, on avait une remplaçante de choix, c'est-à-dire dans Sportco, vous avez l'habitude de dire que la force d'une équipe, c'est son banc. Et nous, Ouais. aujourd'hui, notre banc de remplaçants, moi, je me suis inspiré depuis longtemps de cette devise de Sportco parce que, en fait, quand on a des remplaçants forts, c'est que devant, il y a meilleur et donc l'équipe est forte. Et on avait Cloris Foucault qui devait jouer ce rôle de remplaçante à tous les agrès, puisque c'est une généraliste, et on pouvait Mhm. l'interchanger en cas de pépin. Ça arrive, hein, malheureusement, ça nous est déjà arrivé en compétition, qu'une jeune fille se tourne le pied ou se fasse mal et qu'elle ne puisse pas terminer. Donc on a besoin d'une remplaçante qui soit une généraliste aux 4 agrès. Ouais. D'accord. Donc là, vous avez terminé au total avec 207,300 points, c'est bien ça? Ouais, ouais, 207, 300. Ouais. Et l'équipe seconde, quoi, deuxième, pas seconde, mais deuxième, c'est Meaux qui finit à presque 10 points, 198, 350. Donc, c'est quand même assez net comme victoire. Oui, faudrait regarder historiquement, mais c'est un écart très important, hein. C'est un écart important en gymnastique. On n'a pas l'habitude d'avoir autant d'écart, surtout sur une finale nationale. Alors, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte, mais c'est vrai qu'on avait particulièrement bien préparé cette échéance avec les filles, qu'on a un groupe soudé, qu'on connaît bien, et que stratégiquement, on avait 5 jeunes filles sur lesquelles s'appuyer sans toucher à la remplaçante. Vous voyez, sans toucher à Cloris, on avait aussi Oui, Chiara, qui aussi est une généraliste, et donc on a pu stratégiquement mettre les jeunes filles aux agrès où elles étaient les meilleures. Donc c'est c'est vrai ça. que au final, euh, au final, on a eu aussi de la réussite, puisque bon, la poutre d'équilibre est un agrès assez difficile hein, à maîtriser. Vous savez, ça fait que 10 cm de large, et si vous regardez un petit peu les vidéos des jeunes filles, elles font des saltos, des pirouettes, des saltos avant, des saltos arrière. Et donc, ce qu'on espère à la poutre, c'est ne pas tomber et faire un exercice qualitatif, ce qui est assez difficile. Donc, oui, une large victoire en points au final. Et puis des choix stratégiques qui reposaient de notre côté, et ce n'est pas toujours le cas chez nos adversaires, sur des notes de difficulté assez hautes. On met des notes de difficulté assez hautes pour que les jeunes filles puissent, en cas de réussite, marquer l'écart, Rapporter des points. ouais, ouais, rapporter des points.
moi, Marc, je voudrais juste réagir. Vous dites que c'est une victoire, comment je peux dire ça? Enfin, vous dites que c'est une victoire, enfin, pas basique, mais une victoire normale. Mais le deuxième était quand même le champion de France en titre. Non, c'était le troisième. Comment ça? C'est le troisième qui était champion de France en titre. Non, c'est Meaux, c'est Meaux, c'est pas, Ouais, c'est Meaux. c'était bon. C'est Ah, je Meaux. crois que c'était Agno l'année dernière, il y a 2 ans. Non, 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 c'est Meaux, c'est Meaux, c'est Meaux. Ah bon, alors j'ai mal interprété. D'accord. Voilà. Il me semble bien que c'est Meaux. Hein. Et donc, est-ce que cette victoire a plus un goût particulier, encore plus? Alors, oui, je vais te répondre que oui, parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand tu gagnes, et même s'il y avait eu que 1 millième de point d'avance, c'était la victoire de toute façon. Et l'objectif principal, c'est vrai qu'1 millième de point en gymnastique, c'est rien du tout. C'est une petite pointe de pied qui n'était pas tendue au bon moment. C'est vraiment infime comme écart, mais la victoire, c'est important. Surtout qu'on a fini 4 fois deuxième ces dernières années. Oui, Et, c'est ça. et on espérait quand même venir chercher ce titre. Ensuite, la qualité de l'équipe, ça a été d'être très constante. Elles ont été très constantes, elles ont montré du travail de qualité. Et puis, la stratégie qu'on a choisi de faire des choses difficiles, eh bien, tu prends un risque. On a pris un risque en faisant des choses difficiles, un risque calculé. Hein. Et bien entendu, un risque calculé parce qu'elles s'entraînent, elles ont l'habitude de faire tout ça. Mais sur la poutre notamment, ou au bar asymétrique, quand tu fais des pirouettes acrobatiques où tu lâches ce qu'on appelle nous les lâchers de barre, on lâche et on rattrape la barre, eh bien, quelquefois, on rattrape mal la barre et on tombe. Et à chaque fois, c'est un point de pénalité. Et c'est là où les jeunes filles se sont bien prises en main et elles ont particulièrement réussi leur compétition. Voilà. Là, on est sur. Alors, vous parliez de Claire Pont-Levoix, la gymnaste d'expérience à 18 ans. C'est-à-dire que votre équipe, quand on sait que la petite Kélia Nemours a 14 ans, c'est-à-dire que vos 7 jeunes filles ont entre 14 et 18 ans? Oui, 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 toutes les 7, elles ont entre 14 et 18 ans. Alors, on a l'habitude de dire que la gymnastique est un sport précoce. Oui. C'est vrai. Chez les jeunes filles, en tout cas? Chez les jeunes filles, oui, c'est le Oui. cas. La problématique est différente chez les masculins, ça c'est évident. Mais chez les jeunes filles, pourquoi? Parce que quand on est jeune, on a la période de l'apprentissage assez facile, hein, entre 8 et 12 ans. C'est vraiment la période d'apprentissage des éléments. Et nous, on aime bien pendant cette période essayer plein de choses. On essaie plein de choses, on regarde. Alors, on a pour ça du matériel adapté, on a des fosses de réception avec des cubes de mousse, on a des tapis moelleux, on a des sangles de parade. Mais on regarde un petit peu ce qui va aller au style de la gymnaste et puis ce qu'elle sent le mieux, parce que c'est important le ressenti de la gymnaste aussi dans ses acrobaties. Et ensuite, il faut assembler tous ces éléments, parce qu'on les apprend un par un, bien entendu. Et ensuite, on assemble et on construit. Alors d'abord un petit mouvement, et puis après on rajoute un élément. Et petit à petit, on arrive à des mouvements de niveau national ou de niveau international, comme vous avez pu le voir si vous avez regardé la compétition samedi. Kélia Nemours aujourd'hui a un mouvement de niveau international. Je crois que elle doit être dans les 10 meilleures notes du monde actuellement avec 14 600, sachant Au que bar voilà. asymétrique. Hein. Oui, au bar asymétrique. Ouais. Au bar asymétrique. Donc elle est jeune, elle est junior, elle passera senior l'année prochaine. Et toute la difficulté va consister à maintenir son niveau de forme physique pour pouvoir réaliser ce gros mouvement. Ce que nous on appelle un gros mouvement, c'est long, difficile et très précis. Alors, les notes, on voit qu'il y a du 13,7, du 14,5. Ça va, c'est quoi? Le maximum, c'est 20? Non, non, non. Il y a déjà quelques années, il y a même, je dirais, plus d'une décennie que les notes sur 10 sont disparues en gymnastique. Hein, le Oui, fameux à 10 l'époque de Nadia Comaneci. voilà, le fameux 10 sur 10 de Nadia n'existe plus. Voilà. Aujourd'hui, en fait, vous avez 10 points sur la qualité. Vous commencez avec 10 points, quoi que vous fassiez, vous avez 10 points d'exécution. Et en fait, au fur et à mesure que vous faites des petites fautes, des pointes de pied, des jambes fléchies, ou que vous touchez l'engin lorsque ce n'est pas autorisé, en fait, on vous déduit des dixièmes, 0,10, 0,20, 0,30, 0,50. Et donc, à la fin de votre exercice dans la partie exécution,
eh ben, vous avez 6,50, 7,50, 8,50, parce que vous avez perdu 1,50, 2,50, 3,50. Hmm. Ça, c'est la partie exécution. Et ensuite, vous avez la partie difficulté, où là, ben, plus les éléments que vous présentez sont difficiles, plus le rapport de points. Je vous ai dit, hein, A, B, C, D, E, F, G. Et A, c'est 0,10, B, c'est 0,20, C, c'est 0,3. Et ensuite, il y a des liaisons spécifiques. Lorsque vous réussissez à enchaîner deux éléments difficiles, vous prenez une bonification et on additionne tout ça au final pour avoir une note qui, au jour d'aujourd'hui, la championne du monde, par exemple, au bar asymétrique, c'est une Belge, Nina Dervel, pour la nommer. Elle a eu 15,15 au dernier championnat du monde. 15,15, c'est aujourd'hui la meilleure note, c'est la championne du monde. Voilà. Donc, à la poutre, les notes ne montent pas à 15 parce que c'est vraiment difficile, mais on peut monter à 14,4, 14,5, 14,6, on s'en approche. Voilà. Au saut de cheval, c'est plus facile d'avoir 14. Saut de cheval, c'est un petit peu plus facile d'avoir 14. Par contre, les sauts de niveau mondial, enfin la championne du monde, elle dépasse les 15. Elle dépasse les 15. D'accord. Des questions, les gars? Ouais, moi j'en ai une. Tout à l'heure, Marc, vous parliez de généralistes en parlant des gymnastes. Est-ce que du coup, il y a des équipes, par exemple, que vous avez pu affronter qui n'avaient que des spécialistes? Alors, je ne sais pas si ça peut exister, mais je m'interrogeais sur le terme généraliste, justement. Oui, parce que en fait, il y a 4 agrès en gym féminine. Et puis, suivant l'évolution de carrière, suivant l'âge et suivant la morphologie, il y a des gymnastes qui, en général, tout le monde démarre sur 4 agrès. Tout le monde démarre la gymnastique à 4 agrès puisque c'est la discipline reine. Et ensuite, il y a des choix qui s'opèrent. Et quelquefois, des gymnastes se spécialisent au bar asymétrique ou au saut de cheval ou à la poutre d'équilibre. On en a quelques-unes en France, hein. On a Colline de Villars au saut de cheval qui a été championne d'Europe il y a 3 ans, je crois, spécialiste du saut de cheval. Et c'est son agrès de prédilection. Et depuis quelques années, elle ne présente que le saut de cheval. Alors pour le top 12, pour la finale par équipe top 12, c'est possible de mixer puisqu'on a le droit à 8, on a le droit à 8 athlètes dans l'équipe. Donc que des spécialistes, non, mais des jeunes filles qui ont plus d'affinité et plus de réussite sur 2 agrès, oui. Quand vous pouvez composer, vous faites matcher une jeune fille que sur 2 agrès, puis vous complétez avec une autre qui a 2 agrès forts. D'accord. Là, d'ailleurs, stratégiquement, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait, en quelque sorte, remplacer Kelia par Chiara Castellecci. C'était pour le saut de cheval, c'est ça? Oui, pour le saut de cheval. En fait, ouais. on a fait 2 choix. Il y en a un que vous n'avez pas vu, mais sur la feuille de match, c'était écrit. Chiara devait passer également à la poutre. Mais Léa Francerie et Maëva, nos deux jeunes qui montent en ce moment, elles avaient aussi la possibilité de faire leur minima point pour le championnat de France élite individuel qui aura lieu dans 1 mois et demi. Et on avait un choix à faire avec mon épouse de savoir si on favorisait le concours général de l'équipe en rentrant de toute façon Chiara qui a une poutre très stable. On savait que c'était une poutre stable. Ou alors si on laissait à Maëva la possibilité de faire son total point pour valider sa qualification. Au vu de la compétition et au vu des barres et des 3 premiers passages à la poutre, on a estimé qu'on avait déjà 7 mouvements réussis et donc on pouvait se permettre, tant pis, même si Maëva a loupé, faisait une erreur, on devait lui donner sa chance pour qu'elle valide ses points. Au final, ce qu'elle fait, et ça ne nous a pas dérangé pour remporter ce titre. Donc la stratégie était gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Oui, on a fait du gagnant-gagnant pour une fois, ça fait plaisir. Bon, c'est bien. Bertrand, tu as une question à poser? Oui, bonsoir. À quel niveau se situent vos filles dans la hiérarchie française, voire européenne? Parce que j'ai vu qu'il y avait une fille qui était sélectionnée en équipe de France pour faire les championnats d'Europe. Elle a une chance de gagner, par exemple. Coraline Edoui. Oui, c'est Caroline Edoui, pardon. Caroline Edoui, oui. Alors, on est un club très particulier. Et il ne faut pas oublier que moi, je travaille pour la fédération, hein, je suis conseiller technique. Le club est particulier parce qu'il fait du haut niveau. Et donc, on est une structure de haut niveau. Aujourd'hui, nous avons plusieurs athlètes en équipe de France, hein. Claire Ponlevoy a fait les championnats du monde et a qualifié la France pour les Jeux il y a un peu plus d'1 an à Stuttgart. Elle était dans l'équipe. Je me souviens bien de cette jeune fille. Elle a fait 14-3 au bar et 14-3 au saut de cheval, hein. Voilà, elle a fait 2 agrès au championnat du monde. Elle a participé à la qualification.
On a Caroline Eduy qui est depuis qu'elle a 11 ans est en équipe de France espoir tout d'abord, et Ah puis oui. junior, elle est médaillée au championnat d'Europe junior à Glasgow il y a 3 ans, médaille de bronze au bar asymétrique. Donc c'est quelqu'un qui est déjà dans le collectif France depuis de nombreuses années. Kélia est la plus jeune aujourd'hui, c'est vrai. Elle est dans le collectif junior. Alors malheureusement pour elle, on n'a pas participé au championnat d'Europe junior qui avait lieu en Turquie il y a quoi? Il y a 6 mois. Mais Oui. c'est elle qui gagne la sélection française pour aller aux Europes juniors. Donc on a aujourd'hui 3 titulaires du collectif France et des équipes. Effectivement, Caroline, la semaine dernière, a gagné le test qui s'est déroulé chez nous d'ailleurs, a gagné le test pour les championnats d'Europe individuels qui auront lieu dans 3 semaines à Bâle, en Suisse, enfin, si tout est maintenu, et je le souhaite. Et Ouais. c'est vrai elle a fait une bonne performance. Elle fait 53,30. Elle a encore une bonne marge de progression. Maintenant, si vous me posez la question pour les championnats d'Europe, quelles sont ses chances? Eh ben, c'est un championnat d'Europe individuel. On a les Russes qui sont très très fortes. Et donc, Oui. comme il y a- il peut y avoir des surprises dans notre discipline, mais une Russe qui fait 57 points, quand vous avez un potentiel à 54, 55, de toute Mm. façon, même un match réussi, vous n'irez pas la chercher. Ça, c'est quasiment sûr, à moins qu'elle fasse quatre grosses erreurs, ce qui est rarement le cas d'une Russe à 57 points. Mais bon, la compétition reste la compétition. Donc, les chances de Caroline, nous, on vise je dirais, un top 8, quoi. Un top 8 serait pas mal. Ce qu'on appelle une Et finale. on vise un top 8. Si elle réussit un bon mouvement au bar asymétrique, parce que c'est un championnat d'Europe où il y a 2 concours. Il y a un concours général aux 4 agrès. Et Mm. puis, une journée ou deux plus tard, on a un concours par agrès. On a des finales par agrès. Donc, elle peut aussi jouer la finale au bar asymétrique, des finales qu'elle connaît, puisqu'elle a déjà été sur une finale européenne au bar asymétrique. Donc, elle a 2 objectifs. Et surtout, elle a un objectif important, c'est de se rapprocher au mieux des meilleurs pour pourquoi pas espérer décrocher le dernier spot qualificatif pour les Jeux, D'accord. puisqu'il reste, À il Tokyo. reste un spot à prendre derrière les Russes, malheureusement. Oui. D'accord. Euh, Est-ce que pour ces jeunes filles-là, donc 14 à 18 ans, Paris 2024, bon, bah pour Kélia, c'est envisageable, elle aura 18 ans. Est-ce que pour les plus âgés, c'est compromis? Non, non, c'est pas compromis. La grande difficulté pour ces jeunes filles, c'est que pour arriver à ce niveau, vous devez savoir la gymnastique est chronophage. On a besoin de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Elles font de la préparation physique, elles font du cardio, elles apprennent techniquement tous les éléments à tous les agrès. S'il y a de nombreux éléments à apprendre, elles font de la préparation gymnique, elles font de la chorégraphie. Et donc, aujourd'hui, on est rendu à un volume d'entraînement de plus de 30 heures hebdomadaires. Et pour caser ces 30 heures, je vous assure que c'est un vrai travail. C'est un vrai travail avec l'éducation nationale et notamment collège et lycée qui accueillent ces jeunes filles. Donc, ce qu'il y a, c'est que Kélia, de toute façon, n'a pas l'âge de faire Tokyo. Elle n'est pas en âge de faire Tokyo. Elle est née en 2003. Il aurait fallu qu'elle naisse en 2004 pour pouvoir participer à Tokyo. Et en ce qui concerne Maeva, Léa et Caroline, elles sont en âge de participer à Tokyo. Si Caroline est dans je dirais, elle est dans la bonne voiture, hein, dans la bonne voiture de tête, dans le train qui va aller à Tokyo, elle est dans la bonne voiture parce qu'elle a prouvé sa régularité dans le travail. Elle vient de faire 2 compétitions en 2 semaines plutôt régulières et elle a encore une petite marge de manœuvre, notamment au saut de cheval. Après, Léa a fait un bon score. Elle a l'âge. Elle a 3 agrès très forts, puisqu'elle est très très bien sur 3 agrès. Mais elle vient juste d'arriver dans le circuit. Elle arrive là. C'était un petit peu la surprise de ce top 12. Et du coup, il va falloir qu'elle continue à marquer des points pour espérer jouer une qualification. Ensuite, 2024, pour des jeunes filles comme Maeva, qui est un petit peu plus jeune, née en 2005, vous voyez, ou Léa, oui, c'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait envisageable parce que on a des jeunes filles qui réussissent à faire 2 fois les Olympiades. Après, c'est la préparation physique. La gymnastique de haut niveau est tellement sollicitante, ça sollicite tellement le corps que la difficulté, c'est de maintenir sa capacité physique.
Aujourd'hui, bon, peu importe, bien entendu, tout le monde aura vu que j'ai un peu plus de 50 ans. Je me souviens comment faire un double saut périlleuse. Il n'y a pas de problème. Oui, Sauf que, vous en souvenez. et oui, je me souviens comment faire. Mais si jamais je voulais m'amuser à le faire, je pense que j'aurais de grosses difficultés et que, eh ben oui, forcément, parce que le physique n'est pas là. Et donc, pour refaire une Olympiade, se reposer presque, enfin se reposer entre guillemets. Il faut décharger et ensuite repartir sur un cycle. Et je pense que Caroline, Maeva et Léa ont tout à fait la possibilité de prolonger leur carrière jusqu'à Paris. Ouais. Bon, Vous avez été gymnaste de haut niveau, Marc? Non, 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 enfin de haut niveau. Non, non, j'ai pas été gymnaste de haut niveau, jamais en élite. J'avais un bon niveau régional. J'avais un bon niveau régional et je m'amusais un petit peu. C'était pas du tout du haut niveau. Non. Donc, pour être entraîneur, il n'y a pas forcément besoin d'avoir été un gymnaste de haut niveau. Non, non, mais bon, voilà, j'ai fait les championnats de France plusieurs fois, mais pas en élite, jamais en Et élite. votre épouse peut-être? Oui, oui, Non mon plus? épouse. Et Ah oui. mon épouse est roumaine. Gina est roumaine. Elle vient de l'école roumaine. Elle a été formée en Roumanie. Et elle est arrivée en France à l'âge de 20 ans. Et oui, elle a été athlète de haut niveau en gymnastique. Cela étant, voilà, je crois que notre réussite, elle repose sur ça aussi, sur l'expérience de haut niveau de mon épouse, sur moi, ma façon d'appréhender les choses et d'être obligé, pour ne pas avoir vécu l'élite, d'analyser certains mouvements, de rechercher comment les apprendre. Et je crois que c'est un petit peu cette complémentarité qui fait notre force. Vous pouvez en 2-3 minutes nous exposer le club d'Avoine, les autres, parce que ça, on est sur l'élite, là c'est 7 jeunes filles, mais tout ce qui est derrière, l'école de gymnastique, est-ce qu'il y a des garçons, voilà, quoi, tout ça, quoi, le nombre de licenciés, est-ce que vos infrastructures sont satisfaisantes? Et l'école aussi, s'il y a sport-études, parce Oui, qu'elles oui, étudient en même temps, oui. il y a des aménagements horaires, oui. Alors, bah, l'origine du club, c'est quasiment mon épouse. Elle est arrivée, il y avait juste deux fois 1h30 par semaine. C'était un club tout à fait scolaire. Et puis les choses se sont développées. Alors, le haut niveau n'est pas venu tout de suite. Hein. Mon épouse est arrivée en 94, vous voyez, il y a 27 ans. Pendant 10 ans, elle a fait de l'entraînement de club, école de sport, baby gym, éveil, ado, gym adulte, enfin, le club de gym standard. Et puis, petit à petit est arrivé un deuxième entraîneur qu'on a formé en apprentissage, Pascal Préto, pour ne pas la nommer, en 98. Et puis, avec deux entraîneurs, ben, on a ouvert de nouveaux cours et le niveau est monté doucement. Il a fallu 10 ans, hein, il a fallu 6 ou 7 ans pour le premier championnat de France et pas en première division, hein, un championnat de France fédéral. Voilà, il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de temps. Et puis est arrivée une certaine Yuna Dufournet et Chloé Stanik en 2003, 2004, 2005, des petites qui ont montré de grandes qualités, qui avaient envie. Le club commençait à mieux se structurer. Et c'est de là qu'est partie la filière de haut niveau, je dirais, aux alentours de 2003. À partir de 2003, on a commencé à structurer et organiser le club. Et puis, il y a eu cours 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine. Et aujourd'hui, on est rendu à 2 sessions par jour, puisqu'il y a un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi, sauf le mercredi, où il n'y a qu'un seul entraînement. Et voilà, les choses se sont faites avec le temps. Ensuite, au niveau infrastructure, les 10 premières années ont été difficiles, puisque mon épouse faisait de la gym dans une salle de judo, avec un tatami de judo comme praticable de sol, et puis une barre scolaire qui n'était pas du tout aux normes, c'était une barre scolaire avec des haubans en métallique. Hein. Voilà. Ce qui a été, je veux dire, salvateur dans l'explosion du club, c'est l'encadrement, puisque la commune d'Avoine, qui soutient le club depuis toutes ces années, a continué à soutenir le club et a permis d'avoir un entraîneur, et puis un deuxième, puis un troisième. Et puis la collectivité, la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire, s'est investie et a construit une salle spécialisée. Aujourd'hui, elle a 17 ans, elle a été inaugurée en 2004, et c'est vrai qu'on a un bel outil de travail, alors qu'il y a 17 ans aujourd'hui, mais j'ose espérer qu'on va pouvoir le faire évoluer. Mais on a un bel outil de travail qui nous permet d'accueillir à la fois le loisir, puisque en fait le leitmotiv de ce que nous on veut faire, c'est un club où il y ait tout, y compris du haut niveau. Parce que souvent, quand le haut niveau se coupe de la base, on perd l'esprit club, on perd l'esprit famille, et nous on a toujours souhaité le garder. Alors c'est pas facile, mais la salle est suffisamment grande et équipée pour pouvoir recevoir les cours
loisirs avec les jeunes filles qui font du haut niveau. Et je dois dire que ça fonctionne plutôt assez bien. Alors, bien entendu, sauf depuis un an, on est tous logés à la même enseigne en ce qui concerne le club, hein, puisque vous devez vous en douter, il y a que l'élite qui aujourd'hui a le droit de s'entraîner. D'accord. Comme dans tous les sports. Eh bien, merci bien, Marc. La demi-heure arrive à son terme. Merci de votre présence. Encore une fois, tiens, d'ailleurs, si je devais faire un petit parallèle avec le cinéma, bravo à vous et à votre épouse et aussi à vos 7 mercenaires. Et puis moi, si je devais faire la même chose, ça serait moins facile parce que, en admettant que je sois Blanche-Neige, je sais, c'est difficile à imaginer. Moi, j'ai pas 7 nains, j'en ai que 3 ce soir. Et en plus, je dois avoir 2 fois simplé. Merci à tous. Il a préparé. Je vous souhaite une bonne soirée, Marc. Encore une fois, bravo à l'Avoine Gymnastique. Non, l'Avoine Beaumont Gymnastique. Voilà, faut pas que j'oublie Beaumont. Voilà. Oui, On vous souhaite plein de bonnes choses dans le futur. Prévenez-nous quand vous aurez des compétitions en local et tout, que nous puissions aller vous voir et parler de vous. Voilà. D'accord. Merci à tous Marc. et bonsoir. Bonsoir, Marc. À bientôt. Et nous, messieurs, après ce jingle, nous allons parler volleyball. Suivez le débriefing des rencontres sportives tourangelles tous les lundis de 19h à 20h avec le grand débrief. Bon, alors maintenant, les gars, vous vous mettez d'accord pour savoir lesquels de vous 3 sont les 2 simplés. Eh oh, comme tu y vas, Francis. Bon, volleyball, le TVB recevait Ajaccio. Ouais. C'est cela. 3-0, ouais. Net et sans bavure. 25-22, 25-14, 25-22. Voilà, bon, on peut dire ça a été un match sérieux. Ouais, bah oui, parce que c'était Ajaccio, c'est quand même le dernier, donc on pouvait s'attendre à ce que le TVB remporte facilement la rencontre, d'autant plus que le TVB va mieux maintenant. Donc c'est bien pour se préparer pour les playoffs. C'est une bonne chose. Ouais. Ça permet. Ouais, non, ça permet simplement de se mettre la tête dans le bon sens en vue des playoffs. Après, la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Donc j'attendrai un peu pour me prononcer. Après, je pense que psychologiquement, ça peut faire du bien, effectivement, dans l'approche des playoffs et puis dans la dynamique que Hubert Hainaut veut insuffler. J'irai peut-être pas jusqu'à dire que tous les maux sont guéris quand même. Je pense qu'il y a quand même un peu de travail encore. Ouais, surtout que là, ils sont sur une série de victoires, mais bon, après, contre Paris, Tourcoing, Nice, Ajaccio, bon, c'est pas des cas d'or. Donc là, après, au play-off, le niveau va remonter très rapidement, parce que je crois qu'ils vont jouer Chaumont. Donc là, effectivement, ça va être d'emblée plus compliqué. Mais d'un autre côté, après, le TVB retrouve ses joueurs. Là, il n'y a plus de blessés. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pu refaire jouer Aracajou. Il était temps. Et puis, Udriss a fait encore un match correct. Donc, il est de nouveau dans le rythme. Donc, ils vont partir sur de bonnes bases. Enfin, je l'espère. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de remettre tout le monde dans le coup avant de démarrer sérieusement les playoffs. Donc, ça sert un peu de match d'entraînement dirigé, entre guillemets. Là, ça veut dire qu'en prenant Chaumont, Chaumont est 4e et eux 5e, c'est ça, hein? Oui. C'est pas fait. C'est pas fait. En fait, normalement, mardi, il doit y avoir un match Chaumont-Nantes. Mais comme Nantes est qu'à contact, le match ne va pas pouvoir avoir lieu. Donc, logiquement, Chaumont devrait gagner ce match par forfait. Et dans ce cas-là, Chaumont passerait 4e. Parce que pour l'instant, c'est Tours qui est 4e. Ah, d'accord. Ouais. Donc, logiquement, Chaumont devrait passer 4e et Tours devrait être 5e. Après, ce serait soit Chaumont-Tours, soit Tours-Chaumont. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. C'est le savoir celui qui reçoit le premier, en fait. Voilà. C'est ça. Parce que Tours a fini sa phase régulière. Oui. D'accord. Oui. L'intérêt, Francis, donc quand même de terminer 4e, c'est de pouvoir recevoir en cas de belle
Ouais, Donc c'est ça. déjà faire le match aller à l'extérieur et puis après, si tu termines 4e, tu fais le retour chez toi et la belle le lendemain. Et éventuellement la belle si tu as perdu le premier match. Tu Voilà. as l'avantage du terrain en fait. Donc Tours ne devrait pas avoir l'avantage du terrain contre Chaumont. C'est-à-dire que le premier match aura lieu à Chaumont. Non, À le Tours. premier match à Tours, le deuxième à Chaumont et éventuellement la belle à Chaumont. Voilà, c'est Ouais. ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait en saison régulière contre Chaumont? Florentin, C'est ce que je suis en t'as train de une bonne chercher. mémoire, toi, Florentin? Il y avait pas eu victoire à Tours? Défaite là-bas, Mais- victoire à Tours? Bon, ben, les auditeurs nous répondront puisque Florentin a mal préparé l'émission. Ouais. Donc, C'est une mémoire de gruyère, dites-moi, les Florentin. gars, Pourtant, on c'est a le vu spécialiste passer de volley, une Florentin. chose. Oui. On a vu passer une chose. Montpellier qui refuse de jouer son dernier match contre Cambrai, c'est ça? Cambrai. Ouais. Cambrai, ouais. Est-ce que ça peut fausser le championnat parce que ça fera victoire de Cambrai? Ouais. Montpellier perdra le match avec 0 point, je suppose, puisque ce sera un forfait. Non, en fait, Francis, Montpellier a moins 3 points. Du coup, ils leur ont enlevé 3 points. Ah, d'accord. Et même avec les moins 3 points, ils restent toujours premiers. D'accord. Oui. Bon, c'est pour ça qu'ils ne prenaient pas trop de risques à faire ça. Mais il faut rappeler qu'ils voulaient contester sur le déplacement de ce match qui ne leur convenait pas, je crois. Hein, c'est ça? Bah oui, parce qu'il était décalé à mardi et comme ils jouaient après les playoffs le week-end d'après, ils avaient que 4-5 jours de repos. Donc c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas aller jouer le mardi alors que tout le monde jouait le samedi. Ouais. Enfin, presque tout le Ouais, monde. mais ça, c'est bidon. Enfin, c'est bidon. Excusez-moi, mais franchement, si Montpellier sont intelligents, après, perso, ils en ont rien à faire. Moins 3 points, ça change pas la face de l'histoire. Mais concrètement, ça leur change rien de mettre une équipe de coiffeurs, de jouer contre Cambrai, de prendre 25-5, 25-5, 25-5, et merci, au revoir. Pas Quoi. facile à dire. Hein. Pas facile, hein. J'aurais dû prendre le chiffre 6 ou 7, tu vois. Oui, c'est mieux, c'est plus facile. Mais non, mais pour le coup, en fait, ça change rien. Donc, même s'ils avaient perdu en prenant une tannée, ça n'aurait rien changé. De toute façon, Cambrai aurait gagné quand même. Donc, Si, mais vas-y, ça change quand même un petit peu quand même. C'est le déplacement. Parce que même si tu fais jouer une équipe de coiffeurs, il faut que tu partes avec ton effectif complet. Et Cambrai, Montpellier-Cambrai, c'est un peu galère. Tu n'as aucune obligation de partir avec ton effectif complet. Tu mets les joueurs que tu veux. Bah oui, mais il faut qu'ils Si tu veux partir avec tes remplaçants, bah, tu veux partir avec tes remplaçants et ton équipe de juniors, tu as le droit de le faire. Oui, mais tu économises aussi les frais d'un voyage. Non, mais voilà, si on va aller à l'extrême. Par contre, ils vont peut-être Francis, ils vont peut-être se prendre une amende qui va coûter plus cher que le voyage. Hein. Pourquoi pas? Oui, automatiquement, un forfait, ça coûte de l'argent. C'est vrai. J'espère quand même. J'espère qu'ils vont se prendre une amende quand même. Oui, moi aussi. Ouais, après, ouais, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que c'est un peu contre-productif. La Fédé, quand elle voit ça, elle peut très bien se dire, bon allez, ce match-là, zéro intérêt, on fait une péréquation et puis terminé, bonsoir, quoi. Mais est-ce que Cambrai, ça peut les faire avancer, on va dire, dans le classement? Est-ce que de par exemple, 3e, ils peuvent passer 2e? Je crois pas. Non? Ils sont combien, Cambrai, Florentin? Ils sont 6e. Ah, ils sont derrière Tours. D'accord. Donc, ouais, pour eux, ça ne change pas leur classement? C'est un des deux. Pour eux, ça ne change pas leur classement, alors ça ne fausse pas le classement. Non, mais de toute façon, ils vont pas prendre 2 points. Ils prennent pas de points suite au forfait. Ouais, bon, voilà. Ah bon? Ouais, donc. Bon. T'es sûr de ça? Ça paraît pas logique du tout, ça. Ah ouais. Ah non, ils ont match gagné, eux. Ils ont match gagné. Je vois pas pourquoi ils seraient pénalisés, Cambrai. Ils ont match gagné, ils prennent 3 points. C'est pas, ou alors il y a quelque chose de très curieux, quoi. Je sais pas. Si des gens ont la réponse à ça, ils peuvent nous répondre sur la page ITS sur le Facebook. Comme ça, on sera moins bête ce soir. On a encore 20 minutes à l'antenne. Donc, si quelqu'un est bien au courant de ça, par exemple, si Pascal Foussard nous écoutait, ça serait vachement bien. Et il pourrait peut-être nous donner l'information. Voilà. Nous allons changer de discipline sportive. Vas-y, Florentin. Les 2 résultats de Tours-Chaumont de cette saison. On est parti à Chaumont en début de saison où on a gagné 3-1. Mais au retour, on a perdu 3-1. On met pas tes mains devant le micro. Ouais. En fait, c'était l'inverse. C'était victoire
victoire à Chaumont 3-1 et défaite à Tours 3-1. C'est C'est ça. ça. Ok. Donc, vous devez inverser les deux. Mais Entendu. Chaumont, il faut faire gaffe, parce que Chaumont, c'est une des meilleures équipes de cette fin de championnat. Donc, il faut faire gaffe. C'est une équipe qui est pas forcément bien classée, mais qui est sur une très bonne dynamique cette année. Les playoffs, Oui, c'est quoi la date des playoffs? Là, c'est ce C'est week-end. ce week-end. Week-end, d'accord. Ouais. On sait, c'est vendredi, samedi, c'est quoi? Samedi, le 10. Enfin, le n'importe quoi. Le 3. Le 3. Ouais. Retour Alors, le 3, 10. c'est samedi. Alors, ça veut dire qu'il y a match le samedi 3, retour le dimanche 4? Ah, Non, le 10. non, c'est plus tard. C'est en milieu de Retour semaine. le 10 Retour le 10. et Belle le 11. Oui, d'accord. C'est Mais- sur le match retour qu'il y a éventuellement la belle le lendemain pour Ouais. éviter au club de se déplacer. D'accord. Ok. Ouais, c'est logique. C'est logique. D'accord. Bien, C'est chaud. nous allons conclure cette page volleyball et après le jingle, nous allons parler hockey sur glace. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief avec Francis Leroux et ses chroniqueurs. Bien, messieurs, hockey sur glace, les Remparts recevaient Neuilly-sur-Marne après une trêve qui a duré 3 semaines. Donc ça, c'était un petit peu pénible. C'est ça. Est-ce que ça a joué dans le résultat puisque les Remparts ont perdu 6-3? Non, enfin, non, j'aurais envie de dire que non. Parce que la trêve était quasiment la même pour les deux équipes. Après, non, T'en es c'est sûr, ça, Basile? Non, ils ont Ouais. joué Neuilly en attendant. Ils ont joué 2 fois Cholet. Oui. Ils ont joué 2 fois Ils ont- Cholet. Ils ont joué Brest. Ils ont Oui, ils ont joué, mais grosse différence. Hein. Il n'y a Ouais, que mais Tours qui enfin, était exempt 2 fois. ça s'est pas vu. En fait, ça s'est pas vu, si tu veux, dans l'approche du match et dans le début de match, ça se voit pas le fait qu'il y ait une différence. Moi, je pense pas que ça joue dans ce sens-là. Je pense pas que ça se situe d'ailleurs dans le rythme du match, puisque des deux côtés, ça patinait plutôt fort d'entrée. Non, pour moi, c'est vraiment sur la gestion des débuts, fin de tiers, et la gestion des supériorités numériques, tout simplement. Oui, parce que Tours, ce qu'il faut dire, c'est que Tours a perdu, mais a dominé quand même le premier tiers. Bah ouais, Et le premier tournant du match, effectivement, c'est en fin de premier tiers, où là, ils se prennent 2 buts en 3 minutes, et ce qui C'est fait tourner la physionomie du match. Après, pour en revenir quand même à l'arrêt, c'est quand même très difficile de repartir après 3 semaines d'arrêt, sachant que Neuilly, en plus, en attendant, a joué plusieurs fois et a pris confiance, puisque après donc, avoir battu Tours, ils ont battu Cholet 2 fois et Brest 1 fois. Donc, Neuilly arrivait en pleine confiance sur la glace de Tours. Oui, ils arrivent en pleine confiance, mais si tu veux, en fait, c'est plus, pour moi, c'est plus Tours qui l'a perdu ce match-là, et ils l'ont perdu tout seul, ils n'ont pas eu besoin d'aide, plus que Neuilly qui l'a outre-dominé. Tu le dis toi-même, hein, Tours a dominé. Donc, Oui, ils ont soi-disant, dominé. bah oui, mais soi-disant, ils arrivent en pleine confiance, mais en fait, ils se font dominer sur le premier tiers. Et honnêtement, les Tourangeaux, ils doivent mieux faire sur le premier tiers. Il y a de la précipitation, il y a un manque de patience face à la cage, de temps en temps un manque de préparation aussi en phase offensive, sur le fait de prendre un peu plus le temps de shooter. Et puis ce qui m'a dérangé aussi, c'est que les attaques, à mon sens, n'arrivaient pas suffisamment face à la cage. Ils essayaient de prendre le gardien du puits à revers, mais sur les côtés. Et je pense qu'il aurait mérité, en tout cas, d'accentuer un peu plus dans l'axe. Bon, après, ils ont vu les choses différemment, mais c'est dommage parce que concrètement, les Remparts ont fait jeu égal avec Neuilly. Et c'est vraiment cette gestion de début, fin de tiers là, qui leur est préjudiciable et qui fait que ça fait défaite, quoi. Ouais, donc les deux tournants du match, Francis, c'est qu'ils mènent quand même ils mènent 2-1 et Neuilly prend l'avantage à la fin du premier tiers 3-2. À la 17e minute et la 17e 10 et 19e 55. Donc c'est très proche, juste avant la sirène. Et puis après, à un moment, il y a quand même 3-3. Donc ils étaient encore dans le coup. Hein. Et il y a 3-3 et ils ont beaucoup d'occasions. Ils ne les concrétisent pas, ils se font contrer. Et Neuilly prend l'avantage 4-3. Moi, par contre, j'ai vu le dernier tiers. Là, il y avait 5-3 pour Neuilly. Et sur le dernier tiers, je n'ai pas vu Tours capable de marquer. C'était très compliqué de se créer des occasions. Peut-être donc justement une baisse physique, puisque c'était dans le troisième tiers, Possiblement. du manque de compétition. Alors, mais Basile, sur ce que j'ai vu, c'était compliqué. Ouais. Basile, toi, tu étais à la patinoire. Est-ce que ce que Bertrand est en train d'expliquer, est-ce que toi
au bord de la glace. Est-ce que tu as ressenti ça aussi? Mais sur le dernier tiers, je suis d'accord. Sur le dernier tiers, les remparts étaient peut-être un petit peu en dedans. Mais en fait, le match, ils ne le perdent pas sur le dernier tiers, ils le perdent avant. Enfin, Bertrand a dit à peu près tout et son contraire. C'est-à-dire qu'en fait, Neuilly arrive avec beaucoup de confiance, etc. Possible, mais ça ne s'est pas vu. Les remparts qui, soi-disant, auraient dû être pénalisés du fait d'avoir 3 semaines d'arrêt, ça ne s'est pas vu non plus. Et ils ont été même plutôt bons. Sur le premier tiers, d'ailleurs, ils doivent normalement mener, ou bien qu'il y ait un score de 2 partout. Et encore, le 2 partout, je l'aurais trouvé sévère. Mais les remparts doivent mener sur ce premier tiers. Résultat des courses, ça fait 3-2 pour Neuilly. Le tiers médian, il est relativement, partagé. Parce qu'il y a vraiment 2 périodes dans le tiers médian. 2 périodes distinctes avec chacun ses avantages. Mais en tout cas, si les choses sont en l'état, les Tourangeaux doivent mener en fait à la fin du tiers médian. Peut-être 4-3, peut-être 5-3 ou quelque chose du genre. Mais ils doivent mener en fait. Donc non, je ne peux pas dire que les Tourangeaux ont subi le contre-coup de ces 3 semaines. Peut-être dans le dernier tiers et encore. Je pense que c'est plus dans la tête qu'ils ont lâché, plus que physiquement. Mais non, moi, ce qui m'a gêné, c'est Bertrand en a très bien parlé d'ailleurs, c'est cette fin de premier tiers, avec à la 17e et à la 19e, notamment à la 19e, là où ils perdent le palais quasiment face à la cage, en milieu de zone. Ils perdent le palais face à la cage, il reste 5 secondes, ils se disent oh, bah, c'est bon, de toute façon, on va prendre un but maintenant, entre guillemets, hein, c'est de l'inconscient. Et puis finalement, ils prennent un but. Donc, après, en premier tiers de mémoire, c'est le premier ou le deuxième, où on se prend aussi un but gag, où il est derrière le but et que ça rebondit sur le dos de Jean-Philippe. C'est aussi un but gag qu'on aurait pu éviter. C'est ça. Bah après, le constat que fait l'entraîneur, c'est qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans les zones décisives, et notamment ces buts de gag. Et puis bon, ils n'ont pas réussi à concrétiser sur les power play, ce qu'ils arrivaient à faire quand même, mais là sur ce match-là, pas du tout. Et puis il y a quand même Dupuis qui fait un sacré match. Alors tu vas me dire, c'est toujours le même problème parce que je vois 39 arrêts. Alors tu vas peut-être me dire encore, ça dépend des tirs. Mais bon, malgré tout, il y a quand même 39 arrêts. Oui, non, mais il y a 39 arrêts, certes, mais encore une fois, pour moi, ils l'ont pas mis suffisamment en danger. J'ai notamment des phases qui me viennent en tête où il y a des power play pour les Tourangeaux sur lesquels, en fait, on ne trouve pas la position de shoot idoine, on ne trouve pas le joueur démarqué qui va pouvoir envoyer un lancer à la cage assez puissant, par exemple, plein axe ou dans une position préférentielle. C'est bien souvent des remises qui sont faites sur les côtés de la cage et qui sont faites pour une déviation. Donc, c'était sûrement des consignes, hein, attention, je ne remets pas en cause ça. Mais en attendant, il est vrai que quand tu es en difficulté défensivement, que tu prends des buts casquettes, en plus de ça, que tu prends des buts à des moments où c'est des moments décisifs, c'est-à-dire début ou fin de tiers, là en l'occurrence fin de tiers, et que quand tu es en position offensive, tu n'arrives pas à te créer des situations suffisamment dangereuses et tu n'arrives pas à mettre en défaut ce gardien, bah forcément, tu peux que le perdre ce match. Mais en fait, encore une fois, tu le perds, mais tout seul. Tu n'as pas besoin d'aide, en fait. Et pour moi, ils l'ont vraiment perdu tout seul. Et après, encore une fois, dernière petite chose quand même pour mettre en évidence les bons matchs des jeunes. Alors moi, je ne connais pas trop l'équipe, mais Garrido, c'est un jeune, Garrido? Ouais. Ouais, il est 26 ans, Clément Garrido. Ah ouais, parce que je l'ai beaucoup vu dans le troisième tiers, par exemple. Et puis, faut dire que Guimard n'est pas trop content de ses cadres. Donc, alors peut-être parce que le championnat, il n'y a pas d'enjeu sur ce championnat-là, donc les cadres laissent un peu courir. Mais bon, il dit que les cadres ne font pas assez. Après, il va falloir leur mettre un coup de pied dans les fesses. Tu as évoqué les jeunes, il y a aussi le premier but en professionnel de Kevin Lévesque. Ouais. C'est bien. Ah ouais, c'est bien. C'est bien de le noter, Florentin. Le classement est établi comment là? Il se retrouve combien les remparts là? 6e sur 7. Ouais. 6e sur 7, d'accord. Bon. Il y a le prochain match, c'est samedi prochain, je suppose. Nantes. Il se déplace. Le leader. Il se déplace. Ah oui. D'accord. Bon. Oui, chez le leader, à Nantes. Bon. Entendu. Bon, nous allons écouter encore une fois un petit jingle pour changer de discipline et nous parlerons de football.
Suivez le débriefing des rencontres sportives Tourangelle tous les lundis de 19h à 20h avec le grand débrief. Alors, messieurs, on va parler football, mais on ne va pas parler résultats, puisque en National 3, les clubs qui nous concernent en Indre-et-Loire, évidemment, le championnat n'a pas redémarré. Et c'est fini, hein, Francis? Oui, c'est ça, c'est fini. Oui, bien évidemment. C'est officiel. Bouclé, hein. voilà. C'est officiel. Oui, non, mais je sais bien, c'est officiel. Voilà. Par contre, il y a eu une grosse nouvelle du côté du Tour FC. Ils vont tenter de passer. C'est pas qu'ils vont tenter, c'est que ça va aboutir comme ça. Ils vont créer une société coopérative d'intérêt collectif, dit SIC. Pour expliquer en quoi ça consiste, déjà, c'est monsieur Luc Dayan qui va gérer ça. Ce monsieur est l'ancien président du RC Lens et du FC Nantes. Donc, visiblement, avec Jean-Marc Ettori, ils ont mis des choses au point. Il a déjà mis ce plan en place, ce monsieur, à Bastia. Lorsque Bastia est descendu en National 3, il faut savoir que le club corse, là, actuellement, est en train de se bagarrer pour éventuellement remonter en Ligue 2. Donc, a priori, ça fonctionnerait. Maintenant, alors, le principe d'une SIC, c'est-à-dire que c'est ouvert en quelque sorte, on va schématiser, c'est ouvert aux dons. Pour renflouer le club. Moi, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que la personne qui est amoureuse du Tour Football Club, si elle a envie de le voir se remonter au moins, comment dire, déjà financièrement et après, espérons-le, sportivement, si cette personne a envie de donner un billet de 50 € ou un billet de 2000, il n'y a pas de problème. Les gens sont les bienvenus. Est-ce que j'ai bien expliqué les choses? C'est grosso modo ça, c'est de l'actionnariat populaire. Ça, oui, c'est plus des actions, c'est plus des actions qu'un don, oui. Tu deviens entre guillemets pas des propriétaires du club, mais peut-être en fait, puisque tu as payé sans pas propriétaire majoritaire, mais tu es en fait propriétaire du club. Enfin, propriétaire majoritaire, comme les socios en Espagne. C'est le même principe que les socios. En fait, le propriétaire majoritaire va rester monsieur Ettori. La présidence est prise par monsieur Barré, je crois, c'est ça, il s'appelle comme ça, Guillaume Barré. Ah ouais. Et puis après, ça permet de trouver de nouveaux investisseurs, que ça peut être aussi des entreprises. Mais c'est ça, il y a particuliers et entreprises. Exactement. En fait, c'est pour redynamiser l'intérêt du Tour Football Club sur la région. Oui. Et puis c'est ça, de le redonner aux locaux, que les locaux soient plus concernés, on va dire. Oui, plus investis, dans le retour du Tour Football Club. Oui. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des noms importants dans le football qui ont été des joueurs du Tour FC. Il y en a un qui a été surtout à Nantes, c'est Eric Pécou et Jimmy Adjoviboko, donc des anciens joueurs du football tourangeau qui ont déjà donné leur accord pour aider le Tour FC à s'en sortir. Voilà. Donc déjà, ces deux personnalités-là, merci à elles déjà, parce que c'est bien. Jimmy Adjoviboko a terminé sa carrière à Lens, si je me souviens bien. Il était un très bon arrière-droit. Moi, je me souviens de lui à Tours. Et puis, Eric Pécou était un très, très bon avant-centre qui a évolué au plus beau jour du FC Nantes. Voilà. Tout à fait. Lens, Nantes, c'est des clubs que Luc Dayan a côtoyés. Voilà, c'est ça. Ce projet, les gars, vous y croyez, vous? Disons, quand on sait que l'objectif, c'est de récupérer 1 à 2 millions d'euros, ça fait beaucoup. Mais après, c'est une solution comme une autre. Ça vaut le coup d'être tenté. Comme Bastia s'est réussi, pourquoi pas à Tours? C'est quand même une ville de foot, Tours. Oui, on va dire que c'est une ville jusqu'à 10 000 spectateurs. Après, on a du mal à être... je vais pas me faire des amis en disant ça, mais on a du mal à être une ville de supporters quand même. On est plus une ville de spectateurs. Je suis bien d'accord avec toi. Et quand on a une ville de spectateurs, avoir de l'engagement en termes d'actionnariat populaire, c'est compliqué. En Corse, à Bastia, c'est facile. Je dis pas que le contexte économique local permet de le faire de manière aisée. Cela étant, en fait, je pense qu'il y a des personnes à Bastia qui donneraient aisément leur chemise, même en n'en ayant qu'une seule, au club pour permettre au club de vivre et de perdurer. À Tours, je suis pas certain. Bon, il faut à Bastia comme à Marseille.
Ou Oui, comme à oui, non, mais Marseille. et puis tu fais Lens. Lens, c'est pareil. Il y aurait Oui. beaucoup de générosité. À Tours, je ne suis pas sûr. Il faut aussi dire que les villes qu'on a citées, là, Bastia et Lens, le sport tourne autour du football dans ces villes-là, alors que nous, même, on a le volleyball, on a le basket, même si on a à des niveaux moindres, il ne faut pas oublier que Tours, avec son agglomération, c'est 320 000 habitants à quelque chose près. Il y a beaucoup, beaucoup de disciplines comment dire, qui se partagent tous les sponsors. Ça va du plombier à la grande surface en passant par le boulanger, etc. Quoi, voilà. On n'a pas de grosses entreprises qui sont généreuses avec les clubs sportifs. Et puis, les gens vont vers leurs affinités. Quoi. Donc, Bon, après, quand on aime, on peut. Hein. Regarde à Montpellier. Ils y arrivent bien à Montpellier d'avoir des clubs dans tous les sports au haut niveau. Hein. ouais, on n'est pas du tout dans la même structure de ville. À Montpellier, c'est la 7e ville française maintenant. En termes oui, c'est ça. La ville a vraiment beaucoup évolué. Et je suis d'accord avec toi, Bertrand. Hein, Montpellier est une réussite sportive parfaite. C'était une ville qui a été élue ville plus sportive plusieurs années de suite. Hein, quelques années, pas plusieurs années de suite, mais plusieurs fois. Voilà. Hein. Une des solutions. On parle de Socios. Une des solutions, ça aurait été de créer une entité sportive omnisport à l'image du Barça. Le Barça est présent en handball, en basket, en football, en volley, oui. etc., etc. Oui, oui. Pourquoi pas? Maintenant, c'est des choses difficiles à mettre en place quand tu es installé depuis des années. Bon, voilà, mais c'est des volontés. Hein. Après, c'est des problèmes d'envie, de dirigeants, etc. C'est des choses lourdes à mettre en place. La mairie, normalement, doit accompagner ce projet. À quelle hauteur, ça, on ne le sait pas. Je ne sais même pas si c'est connu, si c'est décidé à la mairie. Ça me semblerait surprenant. Bon, voilà. Espérons que le Tour FC se sorte de cette ornière, comment dire, un peu boueuse. Ouais, puis on espère que ça va marcher, tout simplement. Même Oui, si, voilà. même si voilà, on n'est pas peut-être pas ultra convaincu à aujourd'hui, mais moi, je demande qu'une chose, c'est qu'on me prouve que j'ai tort. Voilà. Bon, eh bien, pour le football, voilà, on va faire quelques petites annonces de programmation. Donc, on a dit que le TVB jouait samedi prochain À Tours. à la maison, contre Oui. Chaumont, normalement. Oui, c'est pas encore défini. Mais ça sera contre Chaumont. On ne sait pas encore si ce sera à la maison ou à l'extérieur. Ça sera en fonction du résultat de ce qui sera entériné pour Chaumont-Nantes. Chaumont-Nantes. Voilà. Après, le hockey sur glace, Basile, tu nous as dit que c'était un déplacement à Nantes. Ouais. Je ne l'ai pas dit, mais comment qu'il est dit, mais c'est ça. Bon, d'accord. Il y a aussi demain soir les filles du TT Jouer les Tours qui reçoivent Montpellier-Nîmes dans la première journée de Playdown. Hein, c'est pas une première journée. Hein. Pardon, Francis, c'est pas une première journée, c'est à l'élimination directe. C'est la demi-finale des Playdown. Je veux dire, c'est le début du Playdown. C'est le début du Playdown, c'est ça ce que je veux dire. Quoi. Oui, et c'est demain à 19h15. Ouais. Il y a aussi le basket qui reprend. Normalement, le basket reçoit les Sables demain soir, en espérant qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles d'ici là, parce que l'UTBM a quand même n'a pas joué depuis 3 matchs là. Hein, ouais. Donc, ça commence à faire beaucoup. Bon, pour une remise en marche, jouer contre les Sables, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et puis, le week-end prochain, alors je ne sais pas si c'est le samedi ou le dimanche, on sera le week-end de Pâques, il y a la ronde Tourangelle ou la roue Tourangelle? La roue. La roue Tourangelle, course cycliste, voilà, qui démarre de Sainte-Maure-de-Touraine et qui arrive à Tours. Donc, ça je crois que c'est dimanche. Ouais, c'est dimanche. Hein. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Merci, oui, c'est dimanche. Merci de me confirmer. Vas-y, Florentin. Tu as oublié aussi le CTHB qui reçoit Besançon vendredi. D'accord. Et c'est à quelle heure, tu sais, Florentin? 19h ou 20h. D'accord. Donc, ça sera pour… on est toujours dans le play-off du championnat de France de handball féminin. Et c'est bien retransmis sur la page Facebook. Hein, le handball est très, très bien retransmis. Ah oui. Et les commentaires sont tip-top. Ah oui. Donc, agréable à voir. Le CTHB sur Facebook, oui, tout à fait. Bon, je tiens à présenter mes excuses auprès des gens qui cherchaient à me voir, même si ce n'est pas très passionnant.
J'ai un problème de luminosité chez moi. Il y a le soleil qui est derrière moi et effectivement, je vois que je suis en surexposition. Mais bon, c'est pas très important de me voir. Non, les gens ne te regardent pas. Exactement. À un moment, on aurait cru que tu étais dans un tableau d'Hamilton. Oui. Mais bon. Tu veux dire le pilote de Formule 1? Bon, mesdames et messieurs, surtout messieurs d'ailleurs, merci de votre participation. Bertrand, comment il s'appelle le petit? Florentin. Basile, merci à Guillaume, la technique. Et merci également donc à notre invité coach de l'Avoine Beaumont Gymnastique, Marc Chirilsenko. Merci à lui. Et mesdames et messieurs, je vous dis bonne soirée et à lundi prochain. Salut tout le monde.